Je m'appelle François Moutou et de formation, je suis docteur vétérinaire. Mon point de départ, c'est l'école vétérinaire de Maisons-Alfort où j'ai fait mes études. À partir de cette école, j'ai également étudié l'écologie à Jussieu, à Paris, à l'université. Et ensuite, j'ai fait à la fois de l'enseignement et de la recherche. Et j'ai également eu la chance de faire du terrain à l'île de la Réunion, où j'ai travaillé pendant 2 années, il y a déjà une trentaine d'années, sur une maladie qui s'appelle la leptospirose. Et ces maladies que j'ai étudiées, comme la leptospirose mais d'autres, sont souvent des maladies qui se trouvent à la fois dans les animaux d'élevage, le métier de vétérinaire correspond pas mal à la santé des animaux d'élevage, mais aussi dans les animaux sauvages et parfois dans l'espèce humaine. Et donc c'était une façon d'assembler, d'associer à travers l'étude des maladies, leur compréhension et donc les outils de prévention, notre espèce, le monde animal sauvage et le monde animal domestique. La leptospirose est un exemple que je pourrais développer, mais il y aura d'autres exemples qui vont venir après, et qui est une maladie intéressante parce qu'elle nous touche, on peut être malade avec la bactérie responsable de la maladie, mais nos animaux domestiques peuvent également être malades, et cette bactérie se trouve naturellement portée par pas mal de mammifères sauvages, comme les rongeurs en particulier, ou au niveau du rein, et on peut se contaminer en se baignant. Et quand j'ai commencé à étudier, et à travailler dans les années 1970, la logique dans laquelle on se trouvait aussi bien en santé animale qu'en santé humaine, c'était d'identifier les maladies, bien sûr, de trouver quels étaient les agents responsables, virus, parasites, champignons, bactéries, et ensuite de chercher à éliminer ces bactéries. Et on était donc à la fin des années 70, et à ce moment-là, on a éliminé une maladie humaine, qui est la variole, une maladie virale, et à ce jour, c'est la seule maladie qu'on ait réellement éliminée de la surface de la planète. Or, dans les années 70, début 80, on pensait que les maladies infectieuses dont l'agent est un autre être vivant, que ce soit un virus, une bactérie, un parasite ou un champignon, on allait les maîtriser complètement. On avait tous les outils nécessaires pour s'en débarrasser, les antibiotiques, les vaccins, la chimiothérapie, et ces maladies-là allaient disparaître. Et la modernité, ça serait la lutte contre les cancers, la lutte contre le vieillissement des populations des pays occidentaux ou les maladies neurodégénératives, par exemple. Et le choc de l'émergence du sida, le choc de l'émergence de maladies comme Ebola et de bien d'autres qui ont suivi, nous ont fait comprendre d'une part qu'on n'avait pas du tout maîtrisé ces maladies, que des quantités qu'on ne connaissait pas étaient là et ne demandaient que l'occasion de se manifester et éventuellement de nous rendre malades, et que peut-être que l'approche qu'il fallait développer serait sans doute un peu différente que simplement identifier, éliminer et passer à la suivante. Et l'approche et la formation d'écologue, d'écologie que j'ai pu acquérir quand j'étais étudiant m'a apporté des éléments de comparaison intéressants avec des analogies par rapport aux relations qui unissent les proies et leurs prédateurs. Finalement, l'épidémiologie, mon domaine professionnel, c'est l'étude des relations entre les agents pathogènes et les hôtes, donc l'espèce humaine parfois, les chiens parfois, les bovins parfois ou les renards parfois. Comment ces relations interagissent, comment ces relations rapprochent parfois ces espèces différentes. Or, en écologie, les prédateurs n'exterminent pas leurs proies, les proies cherchent à échapper, les prédateurs cherchent à les capturer, mais les deux sont des moteurs d'évolution, d'adaptation, qui font bouger les choses et qui permettent à la vie de se développer, de s'adapter et d'occuper les différents écosystèmes. Mais à la fin de l'histoire, en général, les uns et les autres sont toujours présents. Et du coup, est-ce que étudier les maladies sans forcément chercher à éliminer un des partenaires, en général le micro-organisme bien sûr, mais plutôt chercher comment les relations permettent à chacun d'évoluer et de s'adapter et d'échapper et de se réadapter, ne serait pas plus enrichissant sur le long terme que simplement identifier pour éliminer. Et donc l'analogie avec l'écologie, j'espère, en tout cas c'était un petit peu un des points de départ qui s'est développé après dans ma réflexion, pouvait peut-être permettre de regarder différemment ces maladies et la façon dont on pouvait cohabiter avec elles. L'analogie avec la relation de type proie-prédateur m'a semblé vraiment intéressante et riche parce que, en fait, on imagine souvent un couple, mais c'est souvent beaucoup plus que ça. Un prédateur aura plusieurs types de proies possibles
et une proie pourra être poursuivie par plusieurs types de prédateurs. Et donc ce sont des réseaux beaucoup plus que des couples qui existent. Et finalement, avec les outils qui ont commencé à émerger au niveau de la recherche en diagnostic et en biologie moléculaire dans les années 80 et 90, on s'est rendu compte qu'au-delà des germes qui nous posaient problème, il y avait une multitude d'autres micro-organismes présents à la fois autour de nous et à la fois dans nos organismes, avec lesquels on cohabitait très bien. Et que la situation malade, qu'on voulait évidemment éviter, qu'on veut toujours éviter, était une anomalie ou une exception dans un schéma beaucoup plus global de cohabitation entre différents types d'organismes, des tout petits, qui sont les microbes, et les autres, qui sont les mammifères, les oiseaux, d'autres types d'animaux. Et donc, en creusant un peu cette analogie, on s'est rendu compte qu'il fallait plutôt essayer de comprendre quels étaient ces réseaux d'interrelations qui nous unissaient les uns aux autres, et de comprendre pourquoi, dans certains cas, il y avait un déséquilibre ou un changement ou une modification dans les paramètres qui faisait que l'état de malade arrivait chez quelques individus dans une population sous forme de cas ponctuels ou sous forme d'épidémie ou d'épizootie, ce qui était évidemment assez désagréable et c'est ça qu'il fallait éviter, mais c'était peut-être à voir comme une exception par rapport à un schéma beaucoup plus général. Et quand on a commencé à comprendre que par exemple, un corps humain contient à peu près 10 puissance 12 cellules, mon organisme est fait de 10 puissance 12 cellules humaines, mais j'héberge 10 puissance 13 bactéries. Et ces bactéries-là, elles sont essentielles, je ne peux pas vivre sans. Elles sont sur ma peau, elles sont dans mes poumons, elles sont dans mon tube digestif. Ce ne sont pas les mêmes d'ailleurs, ce sont des écosystèmes différents, que ce soit la peau, les poumons ou le système digestif. Et c'est grâce à ces bactéries que je me protège d'autres infections, que je me protège d'accidents respiratoires et que je digère les aliments que j'ingère. Une partie de ce que je mange, je ne pourrais pas le digérer sans ces bactéries. Et les problèmes digestifs ou pulmonaires correspondent en fait à des modifications dans ces populations bactériennes, et c'est ça qu'il faut que je comprenne. Et le but n'est pas d'éliminer toutes mes bactéries, sinon je ne suis plus viable. Et le plus extraordinaire, c'est quand on s'est rendu compte, alors à la fin du XXe, début XXIe siècle, quand on a commencé à séquencer l'ADN, notre chromosome, notre patrimoine génétique, on s'est rendu compte que près de 10% de l'ADN de chacun d'entre nous correspond probablement à des virus rencontrés quand on était primate, quand on était mammifère, peut-être quand on était reptile à l'ère secondaire, avec qui peut-être il y a eu des problèmes d'adaptation au tout début, avec des individus qui sont morts, mais les populations et les espèces ont survécu, on a adopté ces virus, ils sont intégrés à notre génome, et non seulement on les porte, mais ce ne sont pas des parasites. Ils vivent avec nous et on a plutôt des impressions de symbiose, donc de vie partagée et d'avantages réciproques des uns par rapport aux autres, sans lesquels on serait bien incapable de survivre aujourd'hui. Et donc les bactéries, les virus et même les parasites intestinaux ou respiratoires, parfois, pour les parasites, toujours pour les bactéries et les virus, sont indispensables à notre survie. Et donc, est-ce qu'il faut vraiment les éliminer ou est-ce qu'il faut trouver une façon de vivre astucieuse qui prenne en compte leur aspect nécessaire et qui essaie de maîtriser l'aspect parfois désagréable? Et dans les pays occidentaux, on est 2 ou 3 générations sur quelques milliers qui nous ont précédés à vivre sans parasites intestinaux, par exemple. Qui maintenant encore un ténia ou qui encore un ascaris, ça devient l'exception. Mais avec le temps, au cours du temps, notre espèce a vécu avec ces parasites pendant très longtemps. Et on a développé des outils de maîtrise, l'appareil immunitaire, nos défenses immunitaires. Et aujourd'hui, on a une arme extraordinaire qui est l'immunité, mais qui n'a plus de cible à viser. Et donc, on commence à penser que certaines maladies qui deviennent nouvelles dans ce début du XXIe siècle, comme les allergies, comme les maladies auto-immunes, sont peut-être des conséquences d'un usage mal ciblé d'outils que l'évolution nous a donnés, qu'on a pu développer avec l'évolution, qui n'ont plus de cible naturelle et qui se retournent contre nous-mêmes. Et on a des cas où on a résolu certains problèmes de ce type de maladie en faisant ingurgiter sous contrôle médical des parasites à des personnes en difficulté. Et ces parasites, en détournant l'attention, si je puis dire, du système immunitaire, ont permis d'éviter ces problèmes de santé. Et on a de plus en plus l'impression qu'on a besoin non seulement de ces bactéries et de ces virus qui sont de toute façon déjà là, mais parfois d'un certain équilibre, entre guillemets, parce que l'équilibre en biologie, c'est une notion qui n'a de sens que sur un temps très court. Dès qu'on prend des temps longs, l'équilibre évolue. Il n'y a pas de stabilité. Au contraire, la vie, c'est tout sauf stable. C'est tout sauf un changement. Et donc, on a besoin, sur des temps courts, parfois, de retrouver quelques-uns de ces parasites
pour que nos outils ne se trompent plus de cible et nous libèrent d'une certaine pression. C'est vrai que cette maladie, si on la considère comme étant un changement lié à des facteurs environnementaux et pas exclusivement lié à un microbe qui tombe du ciel et qui nous rend malade, ça peut modifier notre perception aussi à la vie en général. Alors on peut prendre 2 exemples. Il y a des cas où on connaît des stress, par exemple liés à la température, il y a un choc thermique vers le chaud, vers le froid, ou bien une période de disette pour un individu qui est en période de stress, qui va se traduire par une modification des populations bactériennes de son tube digestif, par exemple, avec un rapport de proportion entre différentes espèces qui va changer, et qui va se traduire par un état de maladie. L'individu sera malade. Et si on récupère au bout d'un certain temps le rapport initial entre les bactéries, on va guérir l'individu. Et on n'aura rien rajouté, il n'y aura pas de bactéries d'espèces nouvelles en plus ou de bactéries d'espèces nouvelles en moins, simplement une variation dans les rapports qui peut se traduire par l'état de maladie, de morbidité ou de santé, de bonne santé. Mais si on prend à l'échelle des populations, il y a quelque chose que tout le monde connaît malheureusement et qui n'a pas forcément toujours été tout de suite perçu dans son contexte épidémiologique, c'est la conquête du Nouveau Monde par les Occidentaux, par les Européens. Quand on arrive en Amérique, les premiers conquistadors, ils étaient porteurs de bactéries ou de virus que n'avaient, pour différentes raisons qu'on peut expliquer, jamais rencontré les Amérindiens. On avait la variole qui a tué beaucoup de monde, mais il restait quand même des survivants. Et donc notre population occidentale avait survécu, même si certains individus étaient morts, les populations avaient survécu à la variole, à la tuberculose probablement, à la rougeole. Et ces bactéries-là, ou ces virus, débarquant sur des populations totalement naïves au niveau immunité, les ont, alors décimés, c'est pas le mot, parce que décimés, ça veut dire 1 sur 10. Mais c'est le contraire, ça les a exterminés. Ce ne sont pas les mousquets ou les sabres des conquistadors qui ont permis aux Espagnols, aux Portugais, aux Européens de conquérir l'Amérique, ce sont nos bactéries et nos virus par rapport à des gens totalement naïfs. Et donc on a balayé des populations humaines entières par l'apport simplement de bactéries que ces gens ne connaissaient pas. Et si on se resitue dans le contexte d'aujourd'hui, où on découvre de temps en temps dans les zones tropicales, parce que c'est là que la plus grande richesse en biodiversité existe réellement, quand un nouveau virus émerge, apparemment on n'a pas d'antécédents, de connaissances de ce virus par rapport à des individus humains, on a parfois des situations dramatiques, comme on a vu avec Ebola récemment. Mais même si on en a beaucoup parlé, on est quand même plus de 7 milliards sur la planète, on est tous différents au niveau génétique, et même si localement c'est dramatique, on a vu quand même que c'était jamais 100% de mortalité, et si on prend une échelle de temps assez grande, peut-être qu'on verra des choses apparaître par évolution, par adaptation, par coadaptation, par sélection naturelle, avec des souches qui ont peut-être moins tendance à être agressives, parce que si on prend le point de vue du virus, c'est pas facile, mais si on prend son point de vue, tuer mon hôte avant qu'il ait le temps de me transmettre, c'est du suicide. Alors évidemment, le virus ne pense sans doute pas comme ça, mais un agent pathogène qui tue très vite son hôte prend le risque, de fait, de ne pas survivre parce qu'il n'aura pas eu le temps d'être transmis. Et donc, ce qui nous manque toujours, et de plus en plus, parce qu'on vit dans un monde de plus en plus court au niveau du rythme du temps, on devient de plus en plus instantané, c'est cette échelle de temps qui permet de voir les processus évolutifs qui peuvent prendre une certaine durée pour apparaître, pour émerger, pour évoluer. Et donc, de ce côté-là, sans doute, les maladies doivent encore nous apporter un certain nombre de réflexions pour comprendre à la fois le temps et à la fois les relations avec les autres. Et si on revient à cette notion de moi et de non-moi, si on creuse un petit peu cette idée sur le fait que j'ai plus de bactéries que de cellules de mon organisme et que j'ai 10% de mon génome qui est d'origine virale, je dois encore ajouter que dans chacune de mes cellules, j'ai des petites usines énergétiques qu'on appelle les mitochondries. Et on sait que ce sont des bactéries qui se sont associées il y a très longtemps avec des cellules au tout début de l'émergence de la vie. Et ce sont mes usines d'énergie dont j'ai besoin, et tous les êtres vivants ont dans toutes leurs cellules des mitochondries. Et donc, si je voulais retirer de mon organisme tout ce qui n'était pas moi, je ne suis plus viable. Et donc, moi en tant qu'individu, et l'espèce humaine en tant qu'espèce, n'est pas viable si on voulait lui retirer tout ce qui n'était pas humain et qui se trouve en elle. Alors qu'est-ce que c'est que moi, si moi n'existe qu'avec d'autres ?
Et du coup, si on va un peu plus loin, chaque espèce ne peut vivre parce que d'autres sont présentes, soit dont elle se nourrit, soit qui s'en nourrissent. Et la vie n'existe parce qu'il y a, appelons ça parasitisme, appelons ça prédation, appelons ça commensalisme, appelons ça comme on veut. Mais la symbiose pourrait inclure le parasitisme finalement. C'est le fait qu'aucun ne peut vivre sans les autres. Alors il y a des moments où l'individu qui est mangé par le premier, il n'est pas très content, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais si on sort de temps en temps de l'échelle individuelle, évidemment ça nous concerne, moi ça me concerne si on parle de moi, mais en même temps, si je prends la distance nécessaire par rapport à moi et par rapport à ma population d'origine et par rapport à mon espèce, je réalise que le moi, il est modeste. Et il faut que je le laisse à sa place par rapport à l'ensemble. Et du coup, le moi, il n'a de sens que par rapport aux autres, qu'avec les autres. Et donc ça va à la fois me changer ma perception de la maladie, ou en tout cas des agents potentiellement responsables de maladie, parce que la maladie en tant que telle, elle n'est pas drôle, on est tous d'accord, mais ça modifie aussi la perception que j'ai de cette diversité. Et si je pense au fait que c'est l'ensemble des relations entre tous les vivants, je réalise que l'immense majorité du patrimoine génétique de la vie sur Terre, il n'est pas dans les grands mammifères, et encore moins dans les primates, il est dans les micro-organismes. Et c'est dans ces micro-organismes qu'on peut espérer trouver les clés d'adaptation pour tout ce qui nous attend, parce qu'on est d'accord qu'on est en train de faire changer pas mal la planète, entre autres avec des paramètres liés à l'espèce humaine, mais il y a d'autres phénomènes qui interagissent. Et la clé peut-être de l'adaptation, elle n'est pas dans nos technologies, elle est dans le potentiel évolutif que représente le patrimoine génétique de tous ces micro-organismes. Et donc, forcément, on en aura besoin un jour ou l'autre, et c'est sans doute cet ensemble-là qu'il faut essayer de conserver avec nous, parce que ne penser la planète que par rapport à l'espèce humaine, c'est faire fi de ce qui existe aujourd'hui déjà et du potentiel que représentent ces autres par rapport à nous. Notre espèce a à peu près 200 000 ans, c'est l'estimation de son point de départ. Et il s'est passé des choses importantes à différentes époques, mais il y a vraiment un moment très particulier qui est assez récent. Si on prend cette grande échelle de temps qui nous concerne, c'est ce qu'on appelle la révolution néolithique, il y a environ 10 000, 11 000 années, au moment où différentes populations humaines, et de façon apparemment indépendante, ont commencé à domestiquer des plantes et des animaux. Et de plus en plus, on pense que si quelque part il y avait une technique nécessaire, une technicité indispensable, c'est sans doute pas là que se trouve l'explication la plus facile à comprendre de ce phénomène, c'est plutôt un changement de la perception que les hommes ont eue à ce moment-là de leur environnement naturel, des espèces animales et des espèces végétales. Et à partir du moment où on a commencé à domestiquer, on s'est approprié un certain nombre d'individus de différentes espèces, donc toujours végétales et animales, et on a commencé à vivre avec eux, peut-être à se sédentariser pour les plantes, peut-être à rester nomades pour des troupeaux qui naturellement devaient bouger pour trouver des pâturages en fonction des saisons. Et à partir de ce moment-là, c'est évident que les animaux que nous on appelle sauvages aujourd'hui et qui pouvaient à l'occasion soit capturer un animal appartenant à un groupe humain ou brouter des plantes qui étaient dans leur jardin, ont été perçus de façon un peu plus négative que jusque-là. Et donc je ne sais pas si on parlait à ce moment-là de sauvages et de domestiques, en tout cas c'est comme ça que nous on les appelle aujourd'hui, mais il y avait ceux qui appartenaient aux humains et ceux qui n'appartenaient pas, et des interactions parfois mal perçues des espèces sauvages aujourd'hui sur les propriétés des humains. Et depuis ce moment-là, et ça s'est étendu dans beaucoup de régions, aujourd'hui les chasseurs-cueilleurs, puisque c'était l'étape initiale, elle est vraiment réduite à pas grand-chose et elle disparaît sous les coups de notre civilisation entre guillemets, parce qu'elle n'a pas que des choses positives bien sûr. Et donc on a vraiment complètement changé la perception des autres. Et ceux qui ne nous appartiennent pas, les sauvages aujourd'hui, de plus en plus dans notre agriculture, alors je fais un grand saut dans l'espace, j'arrive au XXIe siècle, mais quand on voit comment se développe l'agriculture en Europe, avec le cadre de Bruxelles imposé dans les États membres, on a quand même l'impression que rien d'autre ne compte, et on a beaucoup de mal à négocier la préservation de quelque chose qui n'est pas directement avec un intérêt économique derrière. Et donc dans ces cas-là, tout ce qui gêne, on accepte de le retirer, donc une zone de marais, ça ne sert à rien, on assèche. Une forêt, ça gêne, on abat.
Alors une forêt n'est pas une plantation d'arbres, c'est deux choses différentes. Une forêt, c'est peut-être un écosystème naturel, et une plantation d'arbres, ben, c'est une plantation, c'est une valeur économique sur pied avec un but derrière de récupération de finances dans l'investissement initial. Et les animaux qui posent problème, eh bien, on a un peu tendance à régler les problèmes en éliminant. Alors si on parle de prédateurs par rapport aux animaux d'élevage, ah oui, c'est embêtant, ils nous mangent nos animaux, donc il faut les contrôler, et les contrôler, ça veut dire en gros en tuer quelques-uns. Si on parle des moustiques qui nous posent problème parce que potentiellement ils nous piquent, c'est pas sympa, et en plus ils peuvent transmettre des virus. Il faut s'en débarrasser. Ok, sauf qu'il y a plein d'animaux qui mangent les moustiques, et on aime bien les hirondelles, mais si on veut des hirondelles sans moustiques, c'est pas possible. Il y a un moment, il y aura un choix à faire. Et donc, est-ce que, si on reprend notre idée des micro-organismes avec lesquels on a sans doute toute nécessité et tout intérêt à cohabiter, on ne pourrait pas reconsidérer cette relation un peu simple, un peu dichotomique. Il y a ceux que j'aime bien et ceux que je n'aime pas. J'élimine ceux que j'aime pas, je garde ceux que j'aime bien, avec un monde qui va être de plus en plus simplifié. Est-ce qu'on n'est pas dans une contradiction avec l'idée que nous apportent les micro-organismes, que la richesse, c'est la clé de la survie ? Parce que c'est dans la richesse qu'on va trouver le potentiel génétique d'adaptation, d'évolution. Et est-ce que ce n'est pas de la même façon dans la diversité des animaux, et pas que des micro-organismes, qu'on a également le potentiel de survie dans un monde qui change beaucoup? Et est-ce qu'on n'est pas en train de scier de plus en plus les brindilles de la branche sur laquelle on est assis avant de scier carrément la branche sur laquelle on est assis? Et donc, peut-être que cette analogie qu'on a utilisé dans un sens pro-prédateur vers les micro-organismes pour re-réfléchir les relations à la maladie, ne pourrait pas être reprise dans le sens contraire des micro-organismes vers les écosystèmes pour nous donner une clé qui nous dit simplement c'est cette diversité qui est la clé de la vie depuis le début, et nous sommes en train de la simplifier tellement que peut-être on va perdre les capacités d'adaptation et d'évolution. Et donc c'est un petit peu cette idée-là qui, moi, m'intéresse, me préoccupe aussi. Et c'est dans cette analogie entre l'épidémiologie qui a été mon travail et l'écologie que j'ai aussi étudié, mais qui était plus un passe-temps, mais en même temps qui m'a donné des interprétations et que j'ai pensé, que je crois toujours sincèrement pertinentes, qu'on doit trouver peut-être une des réponses ou quelques-unes des réponses aux questions que nous nous posons et qui sont sans doute importantes au-delà des questions ponctuelles, politiques et environnementales immédiates, mais sur le plus long terme. C'est vrai que la science d'aujourd'hui, elle devrait nous apprendre la complexité, car la vie est complexe et la richesse de cette vie, c'est cette complexité. Or, la complexité fait un peu peur, et c'est vrai que pour des questions de méthodologie, souvent on décompose un écosystème complexe en plusieurs petits ensembles, on va travailler sur un de ces ensembles, on va modéliser, donc on va appréhender ce petit ensemble-là qu'on va peut-être comprendre ou croire comprendre, mais du coup on va un peu perdre de vue le fait qu'on l'a extrait d'un grand ensemble et que la réalité est beaucoup plus compliquée. Et donc on est dans un temps où à la fois la science nous apprend beaucoup de choses, mais elle devrait nous apprendre la complexité, et à un moment où, de fait, dans la société de tous les jours, quand on parle, quand on écoute nos dirigeants, les discours sont d'une simplicité ou je sais pas quel mot, d'une simplification extrême, parce que peut-être on n'a pas confiance dans la façon dont les gens vont entendre le message, et donc on simplifie, on simplifie. Or, la science devrait apprendre la complexité et le doute. Et en face, on a besoin de choses simples et de choses sûres, et c'est parfois un peu incompatible. Alors si on prend un exemple comme celui des maladies transmises par les moustiques, on se dit, c'est simple, éliminons les moustiques, on n'aura plus le problème de la maladie correspondante. Alors le problème, c'est qu'éliminer une espèce de moustique, c'est pas si simple. Il y a des quantités d'espèces de moustiques différentes, certaines qui n'ont aucun lien avec ces maladies et qui ne piquent pas l'espèce humaine. Certains ne piquent que des oiseaux, d'autres ne piquent que d'autres groupes d'animaux. Donc on n'est pas forcément concerné. C'est pas simple d'avoir un outil suffisamment précis pour viser l'un ou en protégeant l'autre. Et puis, on commence à voir apparaître sur le marché
et sur le marché, plutôt dans les laboratoires, soyons plus honnêtes, des réflexions beaucoup plus intéressantes qui vont jouer sur des choses qu'on découvre chez les moustiques. On commence à comprendre comment un moustique trouve une personne pour la piquer, ceux qui sont intéressés par l'espèce humaine. Ils ne nous voient pas, ce n'est pas des sens comme les nôtres, ce sont des sens chimiques qui marchent sur les odeurs. Alors si on est capable de maîtriser notre odeur, et de la renforcer par exemple avec un signal beaucoup plus fort, mais sur un piège à moustiques en dehors de la maison où nous habitons, le moustique, celui qui voulait venir nous piquer, sera attiré par ce piège et va disparaître. Mais seulement celui-là et pas les autres, de la même espèce qui ne sont pas venus chez nous, ou d'autres espèces qui n'ont pas d'intérêt à venir nous piquer et qu'on ne va pas exterminer avec les insecticides. Ou bien alors on s'est rendu compte que certaines espèces, il y a des cas où des poulets sont plus intéressants pour les moustiques que l'espèce humaine par rapport au risque de paludisme transmis par les moustiques en question. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir un poulet dans sa moustiquaire et dormir avec un poulet, mais si on a peut-être la molécule chimique qui fait que le moustique est attiré par ce poulet, et si on peut l'extraire, la synthétiser et la manipuler, on pourrait attirer le moustique en dehors de nos maisons. Mais ne pas aller dans l'environnement où sont les moustiques, ne pas aller exterminer leur zone de reproduction et les laisser en tant que proie potentielle pour tous les mangeurs de moustiques. Et quand on a eu cette épidémie il y a une dizaine d'années de chikungunya à La Réunion, c'était un vrai problème. Il y a eu un tiers de la population humaine qui a été touchée, on a eu quelques décès. Aucune maladie n'est totalement anodine, c'est évident, même si les pourcentages parfois de cas graves sont minimes par rapport aux cas totaux. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup de personnes, pour différentes raisons, et sans le faire exprès, élevaient des moustiques dans leur jardin, dans leur maison, avec les pots de fleurs, avec une hygiène qui faisait qu'on laissait des boîtes vides dans la cour, dans lesquelles il y avait de l'eau parce qu'il pleut beaucoup là-bas, dans lesquelles les moustiques pouvaient venir pondre, et les moustiques étaient à portée de vol d'ailes de moustiques pour aller piquer les gens. Mais si on ne prend pas sur les petits périmètres domestiques la moindre mesure pour se protéger, évidemment, on augmente les risques. Et donc, l'idée, c'est de développer à la fois des outils peut-être modernes sur les motivations qui font que les attracteurs chimiques attirent les moustiques à un endroit où on veut qu'ils aillent ou là où on ne veut pas qu'ils aillent, mais en même temps, comprendre leur écologie, ne pas créer des milieux favorables pour les espèces qu'on veut éliminer à côté de nos maisons, et faire en sorte que, sans mettre de barrières partout, parce que je ne pense pas que cloisonner la planète et cloisonner les gens, cloisonner les pays, cloisonner les espaces soit une solution. Mais si on comprend mieux l'écosystème de chacun, voir les comportements, voir les logiques de chacun, et quand je dis chacun, ce n'est pas que population humaine, on pourrait sans doute apprendre à communiquer un peu mieux les uns avec les autres. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et je pense qu'on a aussi quelque part, on sous-estime totalement l'intelligence du vivant. On pense qu'il n'y a que nous qui soyons intelligents. Peut-être parce qu'on fait des caméras, qu'on fait des microphones, qu'on fait des mots croisés, qu'on fait des satellites autour de la planète. Mais il y a plein de façons d'être intelligent. Et toutes les espèces qui partagent avec nous la planète sont intelligentes puisqu'elles sont là, à leur façon. Utilisons leur intelligence, utilisons la nôtre pour savoir comment cohabiter, pour qu'il y ait les échanges nécessaires, mais pas les échanges superflus qui peuvent nous poser problème. Et je pense que si on arrive à trouver des clés dans ce sens-là, on aura sans doute une meilleure façon de cohabiter avec une vision à plus long terme, plus grande, plus satisfaisante et sans doute plus positive pour tout le monde. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on continue, mais il faut aller vite maintenant à interroger certaines populations, mais quelquefois ça se passe aussi dans nos pays, dans nos propres traditions. On a encore des souvenirs de relations avec le non domestique ou le non humain tout simplement, qui sont assez riches de complexité, assez riches dans les approches, et qui peuvent nous apprendre sur nous-mêmes et sur la façon dont on a cohabité à droite, à gauche, dans certains continents, dans certaines conditions, avec les autres, avec les non-humains. Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des débats parfois sans fin qu'on entend en disant l'homme est-il un animal? Est-ce que l'homme est à part des animaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut opposer l'espèce humaine aux espèces animales? Est-ce que ça a beaucoup de sens? Enfin, l'homme fait partie du vivant. Et dans les vivants, il y a des plantes, il y a des animaux. Comme nous sommes les seuls à mettre des barres entre les espèces, on est les seuls à pouvoir dire qu'on est humain par rapport aux autres. Les animaux, ils vivent leur vie, les plantes vivent leur vie, et ce n'est pas eux qui discutent sur la terminologie à apporter à tout ça. Mais biologiquement, on est évidemment une espèce parmi toutes les autres, avec quelques différences, mais chacune est différente des autres, puisqu'on les reconnaît comme telles. Même si
on admet de plus en plus que ces limites, c'est nous qui les avons imposées. Et évidemment, elles sont peut-être pratiques pour savoir de quoi on parle, mais biologiquement, et si on prend une échelle de temps plus grande, elles n'ont plus beaucoup de sens, puisque celui qui est là était un petit peu différemment avant, et il sera encore un petit peu différent plus tard si on le laisse évoluer. Alors cette notion de comment associer, prendre le culturel pour enrichir notre approche de la complexité, elle me paraît très importante. Et on a tous des traditions, on a tous des histoires, et on a besoin de ces histoires. Et quelque part, c'est étonnant d'imaginer que certains pays ou dans certaines régions, on a encore une tradition forte associée à une espèce qui a disparu. Alors la question, elle est, est-ce qu'il faut que l'espèce disparaisse pour qu'elle devienne immortelle ? Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais j'ai eu la chance d'aller en Tasmanie il y a 2 années, dans un pays très intéressant, avec une faune très différente de la nôtre, tous ces marsupiaux qu'on n'a pas du tout en Europe, qu'on a eu à l'ère tertiaire, mais bon, ça fait longtemps, moi je n'étais pas là. Hein. Et encore au début du XXe siècle, il y avait celui qu'on appelait le thylacine, le loup marsupial, qui a été accusé de manger des moutons, et donc ça c'était impardonnable, ça rappelle d'autres histoires, il a été exterminé. Je rappelle qu'on a aussi exterminé les aborigènes de Tasmanie. Et ça, c'est pas très glorieux. Mais on l'a fait aussi. Donc, on voit aussi que l'autre, c'est pas toujours, il n'a pas toujours 4 pattes. Hein. C'est parfois extrêmement différent en fonction du temps. Et on est parfois surpris de retrouver ça, mais il y a des choses contemporaines qui ne sont pas si différentes. Mais le point que je voudrais évoquer, c'est qu'aujourd'hui, en Tasmanie, la bière la plus célèbre s'appelle Thylacine. Il y a toute une chaîne d'hôtels qui s'appelle au Thylacine. Dans beaucoup de villes, les petits panneaux touristiques qui indiquent les chemins pour visiter tel ou tel endroit joli, c'est le Thylacine qui indique la direction à prendre. Et donc, du coup, aujourd'hui, il n'est plus là, donc il ne peut plus manger de moutons, même si les moutons sont peut-être déjà, enfin, l'économie des moutons n'est pas forcément, n'a jamais été liée au Thylacine, mais il est dans l'économie très présent, il doit rapporter de l'argent à certaines personnes, ceux qui ont pris son logo pour leur chaîne d'hôtel ou pour leur marque de bière. Et du coup, le paradoxe, c'est est-ce qu'on a besoin du thylacine vivant pour qu'il soit vraiment présent et qu'on partage avec lui quelquefois des moments où on va un petit peu se disputer, mais on se dispute quelquefois aussi entre nous, ou est-ce qu'il faut l'exterminer pour qu'il devienne immortel et que là, il n'y a plus que les côtés positifs, mais ça réduit un peu, à mon avis, le côté culturel et l'image que ça représente. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on évite de devoir exterminer la diversité pour commencer à l'apprécier. Alors les mammouths, on est tous émerveillés par ces animaux qui sont extraordinaires, qui étaient extraordinaires. Il y a même des gens qui voudraient les cloner parce que quelque part on a trouvé un squelette, enfin un animal, un corps congelé depuis 10 000 ans dans le permafrost sibérien. Je ne sais pas si c'est possible, et en plus l'environnement dans lequel habitaient ces mammouths n'est plus présent sur Terre. Donc c'est pas comme ça qu'on va reconstituer toute la mythologie associée aux mammouths. Mais on a une position assez curieuse où on finit par apprécier ce qu'on a combattu quand il n'est plus là, mais tant qu'il est là, on n'a pas toujours envie de prendre la marge de tolérance nécessaire pour l'accepter et vivre avec lui. Et moi, l'idée que je défends, c'est que culturellement, on devrait être capable quand même de cohabiter avec les loups, les petits chaperots rouges et les grands-mères. Ça devrait être possible quand même. Pourquoi est-ce que le loup est si présent dans les contes pour enfants et si compliqué dans certaines régions de la planète, et pas seulement en France d'ailleurs. Et donc cette culture, elle nous donne des clés, mais alors est-ce qu'elle a été perturbée par le temps? Est-ce qu'elle a été perturbée par l'évolution dans laquelle on se trouve et dans laquelle le monde nous a conduits? Mais il y a une richesse qui est présente là, qui serait dommage de perdre. Mais est-ce que l'espèce doit survivre? Enfin, je pense que, c'est pas une question, moi je pense que l'espèce doit survivre pour que la culture soit encore enrichie, et je ne pense pas qu'on puisse bâtir indéfiniment des schémas culturels sur des espèces disparues. Et j'aimerais défendre cette idée-là parce que je pense que la richesse, non seulement culturelle, mais également biologique et sociale, elle est dans la présence et dans le partage et dans la cohabitation. Alors c'est vrai que si on revient un instant à l'époque chasseur-cueilleur, quand on voit les quelques dernières communautés qui vivent un peu sur ce style de vie, on se rend compte que ces populations, ces humains communiquent, parlent avec les esprits de la nature, qui peuvent être des animaux, qui peuvent être des plantes, parfois c'est des paysages ou parfois des objets inanimés. Et on a dit, mais franchement, c'est ridicule, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas parler avec d'autres que les humains, donc ça c'est quelque chose à négliger.
Et puis voilà, on s'est développé, on a complètement changé notre façon de vivre. Et au XXe siècle, on a développé les sciences cognitives et les sciences de l'éthologie du comportement. Et on s'est rendu compte quand même que le monde animal, tout à l'heure je disais qu'il était intelligent, il y avait une vraie intelligence parmi les espèces. Les animaux communiquent en intraspécifique et parfois même en interspécifique. Et du coup, on revient à ces souvenirs de l'époque où on communiquait avec les esprits. Dans le fond, peut-être que c'est un petit peu différent dans le forme, mais on peut communiquer avec le monde vivant, on peut communiquer avec en moins les animaux, et en particulier les mammifères ou les oiseaux qui ont parfois des sens que nous pouvons appréhender, même s'ils ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres, et même s'ils ne sont pas étalonnés sur les mêmes grilles que les nôtres, les mêmes échelles. Et donc, à partir du moment où nous savons que les espèces communiquent en intraspécifique ou en interspécifique, utilisons cet outil pour communiquer avec elles, avec ces espèces, avec ces populations, pour leur faire passer des messages, pour alors se mettre un peu à leur place, prendre leur point de vue, et ne pas uniquement prendre le point de vue de l'espèce humaine ou de la communauté humaine dans laquelle je me situe, avec mes intérêts égoïste. Tout le monde est égoïste, on a besoin d'un minimum de protection pour évoluer, mais en même temps, je peux aussi, dans cet égoïsme, intégrer une certaine diversité non humaine avec laquelle je partage de l'espace, je partage des accès à des ressources, et chacun y trouvera son compte. Et donc, si on sait vraiment, on a les outils pour communiquer parce qu'on a compris comment marchait la vision, l'odorat, la chimie, l'olfaction d'autres espèces, utilisons ces sens pour nous mettre modestement à leur place et essayons de partager. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qui est fait le plus, et on a même malheureusement l'impression que déjà en intra-humain, on a une déviance vers un communautarisme exacerbé où chacun va se regrouper autour de certaines valeurs qui lui paraissent exclusives de tous les autres et dans lesquelles la notion de partage est un peu éloignée. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment les outils pour se comprendre entre humains et au-delà de la stricte humanité, et que ça serait sans doute quelque chose qui serait extrêmement regrettable et que d'autres générations pourraient nous reprocher de ne pas avoir communiqué avec les autres pour avoir accepté de considérer leur point de vue avant de continuer à développer notre propre planète avec uniquement un regard monospécifique. Production de poissons économiques. D'un autre côté, j'ai du mal à comprendre les eaux libres où là, c'est la pêche de loisir. Et on a un autre exemple, non pas aquatique mais terrestre, qui est notre renard roux chez nous, qui est classé gibier susceptible d'être classé nuisible dans la plupart des départements français. Et on explique que c'est à cause du renard que le petit gibier de plaine a disparu. Alors moi, j'aimerais rappeler que dans notre pays, l'agriculture intensive, mécanique, l'agrochimie a quand même pas mal contribué avec le remembrement, enfin démembrement, je ne sais pas comment appeler, démembrement des haies, remembrement, à l'extermination de toutes les zones de refuge, d'abri, de sources d'alimentation pour toute la petite faune de plaine. Et parallèlement, on a développé une industrie, je ne sais pas comment l'appeler autrement, qui produit à peu près 60 millions d'œufs d'oiseaux gibiers tous les ans. Une bonne moitié est exportée, une petite moitié est utilisée en France sous forme d'oiseaux qui sont lâchés tous les étés, qu'on appelle oiseaux de repeuplement, mais qui sont lâchés tous les ans. Et il n'y a pas beaucoup d'espèces qu'on essaie de repeupler en France, qu'on lâche à cette quantité-là tous les ans. Donc c'est surtout les faisans, les canards, les perdreaux, ça fait quand même beaucoup de monde. Et est-ce que ces oiseaux qui sortent du jour au lendemain de leur volière d'élevage et qu'on met en nature sont capables de survivre dans un environnement extrêmement amélioré pour l'agriculture mécanisée et pas tellement pour cette biodiversité, où il y a évidemment un certain nombre de prédateurs qui profitent de l'aubaine? Est-ce que la réflexion, elle n'est pas sur l'aménagement du territoire, beaucoup plus que sur simplement tuons des renards pour qu'il y ait plus de perdreaux ou de faisans qui ont des chances de survie de toute façon assez limitées vu le sort qu'on leur réserve à l'époque de l'ouverture de la chasse. Et ce même renard, et c'est assez étonnant parce qu'il cumule quand même pas mal, et il a des capacités de survie qui sont assez spectaculaires. On l'accuse aussi, c'est une des justifications
de le tirer et de le classer nuisible quand la chasse est fermée, de transporter un certain nombre de parasites, de maladies, de virus, de bactéries qui peuvent éventuellement attaquer l'espèce humaine et nous rendre malades. Et une maladie qui est extrêmement souvent citée comme une des raisons justifiant le tir des renards en toute saison, c'est l'échinococose alvéolaire. C'est un petit parasite, un petit ténia, qui est adulte dans l'intestin d'un carnivore, chien ou renard, parfois chat, mais c'est plus rare, et sous forme de larve dans un campagnol. Et le renard mange le campagnol, c'est son métier, récupère la larve si le campagnol est parasité et héberge le ténia dans son intestin. Et c'est l'homme qui va jouer le rôle du campagnol en manipulant un renard mort, souvent en prenant la queue dans sa main. Si on se contamine avec les œufs et si on en avale une certaine quantité, on finit par faire la maladie, et c'est effectivement une maladie sérieuse qu'il faut traiter, sur laquelle il faut intervenir. Le problème, c'est que tirer des renards en permanence, et on le sait depuis l'époque de la rage, on n'a jamais réussi à la maîtriser avec le tir des renards, on ne fait qu'accélérer le renouvellement des populations de renards, déstabiliser les populations en permanence, et donc en permanence favoriser le retour de nouveaux renards à des endroits où ils n'étaient pas présents, et de disperser potentiellement les parasites ou les virus ou les bactéries. Inversement, une population stable de renards peut être parasitée ou peut ne pas l'être, mais elle le restera et il n'y aura pas de circulation a priori extrêmement grande des agents pathogènes qu'on voudrait maîtriser. Et donc, en accusant le renard de porter des maladies et en proposant comme seule solution de les tirer, on a en général comme effet de favoriser l'extension des maladies. Et donc on arrive à un résultat contraire, mais la seule chose qui semble intéresser les gens, c'est tirer le renard. Ce n'est pas tellement maîtriser la maladie, ça c'est l'argument. Mais le résultat, on peut se demander s'il est vraiment en phase avec la question qui est posée, puisque objectivement, ce n'est pas ça qu'on obtient du tout. Et donc il y a vraiment une réflexion à se poser en amont. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et si on veut maîtriser une maladie, avant de prendre un fusil, réfléchissons s'il n'y a pas une autre méthode. Or, de plus en plus, on a des éléments de réflexion qui permettent de repenser le paysage, de repenser les liens entre les campagnols et les renards, de repenser les liens entre éventuellement d'autres prédateurs des campagnols, les renards et nous-mêmes, qui permettraient sans doute d'avoir une meilleure protection par rapport à la santé publique vis-à-vis de cette maladie ou de ces maladies que simplement tirer des renards parce que on a toujours fait ça, il faut juste un argument pour le faire, quelle que soit la motivation. Et on est vraiment dans un schéma où là on a une espèce d'habitude. Mais il n'y a pas que des bonnes habitudes qui se perpétuent, il y a parfois des habitudes qu'on pourrait rediscuter. Et donc on continue à tuer des renards parce que voilà, on a toujours fait un peu comme ça, avec des arguments qui ne correspondent pas du tout à ce qui se passe. Et donc là, on a vraiment, alors est-ce que l'habitude et la culture, c'est la même chose? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un mélange de traditions. Et c'est pareil, tradition, c'est aussi un mot qui veut dire absolument tout, et pas forcément que des choses pertinentes, qu'il faudrait accepter de reposer tranquillement, de reconsidérer, et de voir si vraiment la réponse est bien là. Donc notre façon de voir le vivant, elle est toujours imprégnée, elle est toujours porteuse d'idées un peu anciennes, qui en fait sont des non-partages. Les mangeurs de poissons, non parce que les poissons c'est pour nous. Mangeurs de gibier, non parce que le gibier c'est pour nous. C'est sûr que la définition de gibier, elle est par rapport à la chasse. La faune sauvage, elle n'est pas forcément par rapport à l'usage qu'on va en faire. Elle est par rapport à un statut de non-domestication et peut-être de non-maîtrise par l'espèce humaine. Acceptons de ne pas tout maîtriser, parce que même quand on prétend qu'on maîtrise tout, tous les jours on voit qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. C'est vrai que le modèle actuel, moi je me rappelle une crise récente avec les lasagnes et la viande qui n'était pas celle qu'on pensait, et quand on a découvert l'expression utilisée par les professionnels qui était le minerai de viande. Donc c'est vrai que imaginez que dans le langage professionnel, l'animal et son produit viande est assimilé à du minerai, ça laisse rêveur par rapport à l'évolution du concept d'animal dans notre société, et donc en tout cas dans cette profession. Et de fait, on la partage, on la cautionne, puisqu'on est tous ensemble. Alors si je reviens un tout petit peu en arrière dans l'histoire de l'évolution de cette perception, si je prends la France par exemple, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on avait une grande diversité de races bovines par exemple,
de races ovines. Et lorsqu'on a créé les grands instituts comme l'Institut de recherche agronomique, l'INRA, le langage a été de dire il y a beaucoup trop de races, c'est dispersé, c'est disparate, on va concentrer, on en garde 4 ou 5, et le reste on laisse disparaître parce que ça n'a aucun intérêt. Et alors il y a eu des pressions un peu opposées, il y a des gens qui ont voulu, pour différentes raisons d'ailleurs, de conserver leur race traditionnelle, et en fait on a réussi à en sauver quelques-unes, pas toutes, mais quelques-unes quand même, et sans doute c'est une bonne chose parce que chacune de ces races descend de l'aurochs, le bovin sauvage qui était domestique il y a quelques millénaires, qui a disparu, et aucune de ces races domestiques n'a le potentiel génétique total de l'espèce sauvage. Chacune en a une certaine partie avec une certaine diversité. Et aujourd'hui, on sait que cette diversité est essentielle pour anticiper les évolutions du futur. Et on sait aussi que si on spécialise une race dans un type de production, de lait ou de viande, on prend le risque que cette spécialisation conduise à une impasse dans l'évolution de la vie sur Terre. Il semble quand même que les espèces très spécialisées prennent le risque de disparaître le jour où l'environnement évoluant, disparaissant dans la forme dans laquelle elles ont évolué, elles n'aient plus la spécialisation correspondante à ce nouvel environnement et disparaissent parce qu'elles ne sont plus capables de réévoluer, voire de se dédifférencier vers une forme plus primitive. Et donc la notion de généralité, généraliste, est une garantie, et donc la diversité va avec la notion de généralité et donc de garantie pour le futur. Et parallèlement, pour les contraintes économiques actuelles, c'est vrai que pour l'industrie agroalimentaire, avoir un lait d'une qualité formatée tel que le bulletin de commande, le livret de commande le définit en avance, c'est idéal. Avoir un gigot de mouton ou un jambon de porc pile poil au format dont on a besoin dans la chaîne de fabrication dans l'usine d'à côté, c'est idéal. Et donc l'animal, on va le formater le plus possible pour ressembler à ce dont on en a besoin au niveau industriel. Et on part de la fin, donc de ce dont on a besoin, et on essaie de faire en sorte que l'animal rentre dans la case qu'on a anticipée. Et pour des raisons de coût de production, des unités avec beaucoup d'individus tous pareils, c'est plus intéressant que des petites unités avec une certaine diversité au sein des populations élevées. Et donc on a des ateliers qui ont des centaines de porcs tous pareils, ou des milliers de volailles toutes pareilles. Le problème, c'est que cette homogénéité, qui parfois va jusqu'à la notion de clone génétique, ce sont vraiment génétiquement les mêmes, ce sont des clones, elle est contradictoire et opposée à ce que nous apprend la diversité naturelle, qui met dans la différence les meilleures chances de survie face à une agression bactérienne ou virale, par exemple. Dans un élevage de poulets, on a vu ça avec la grippe aviaire, si on a un oiseau réceptif et sensible à un virus qui rentre dans l'élevage, on est sûr que tous les milliers d'autres, ils sont également sensibles puisqu'ils sont tous pareils. Et donc on a une diffusion extrêmement rapide de l'épizootie et avec une multiplication virale très importante. En nature, la diversité des individus au point de vue génétique fait qu'on aura peu de chances de retrouver une si grande dispersion du virus et une si grande multiplication, si grande diffusion. Et donc on fait exactement le contraire de ce que la nature nous apprend tous les jours. Alors je comprends qu'on ait besoin d'une certaine standardisation pour l'élevage, mais il y a un moment où il faut vérifier que les enjeux qui sont posés par le contexte tel qu'on le connaît, ils sont en phase avec la façon dont on met les élevages en place. Et on continue quand même, pour des raisons économiques, à vouloir faire toujours un peu plus grand, un peu plus gros et un peu plus homogène, alors que ça fait quand même quelque temps qu'on a des raisons de penser que de temps en temps, ça pourrait nous amener à des mauvaises surprises économiques, avec une absence totale de possibilité de réaction par rapport à une agression infectieuse. Et donc il y a vraiment quelque part une contradiction entre ce que nous savons, parce que ça c'est pas quelque chose, il y a encore des choses à améliorer dans la connaissance, mais globalement le fond est quand même assez solide. Donc ça on le sait, et en face on continue à développer des structures qui n'en prennent pas compte, qui n'en tiennent pas compte. Et ça c'est quelque part un peu désagréable. Et on se demande dans quelle conclusion, dans quelle solution on va arriver derrière, vu l'absence de prise en compte des connaissances du moment dans certains développements agricoles.
La notion de santé telle qu'elle est définie pour l'espèce humaine intègre évidemment l'absence de maladie, mais ajoute aussi quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche également, qui est le bien-être, la notion de se sentir à l'aise dans son environnement, en relation avec les gens avec qui on vit, avec qui on travaille, et avec le cadre global dans lequel on se situe. Alors, si on essaye de parler de la santé des écosystèmes ou la santé de l'environnement, c'est vrai que cette valence de bien-être pour un écosystème ou pour l'environnement, elle est moins simple à apprécier. En même temps, elle renvoie vers cette notion de bien-être de l'humain. Et quand on a la chance de voyager, mais même dans notre pays, on a quelque part, et moi c'est quelque chose à laquelle je suis sensible, c'est l'appréciation de la beauté d'un paysage, l'appréciation de vraiment le cadre dans lequel on va vivre, au-delà du fait qu'on est en bonne santé. Il y a quelque chose de plus dans l'environnement, et c'est plutôt la biodiversité en tant que source d'enrichissement du bien-être des individus à travers la beauté du paysage et l'harmonie et la présence de faune non domestique, non maîtrisée par l'homme, parfois un peu exubérante, parfois un peu désordonnée, pas toujours comme on voudrait, mais au moins qui est présente, qui donne de la vie, qui peut être également une des clés de la compréhension du bien-être. Et donc le sauvage, il peut nous aider à enrichir notre perception de la santé en apportant une touche qui n'est pas uniquement dans le contrôle de notre espèce, mais qui est encore présente si notre espèce prend les mesures nécessaires pour la laisser évoluer, la laisser se développer. Et si on prétend maîtriser l'ensemble des paramètres qui peuvent nous préoccuper en allant jusqu'à éliminer tout ce qui nous gêne, il est possible, il est probable, en tout cas c'est le point de vue que je défendrai, que cette notion de bien-être inclus dans la santé ne puisse jamais être obtenue parce qu'on n'aura pas laissé le sauvage, le turbulent, le non maîtrisé venir jusqu'à nous et cohabiter avec nous. Alors évidemment, on peut accepter que ce sauvage, il ne soit pas forcément n'importe comment, n'importe où, mais ne pas l'accepter du tout, c'est quelque chose a priori qui me semble à éviter, et il faudrait éduquer, parler, faire en sorte que les gens arrivent à le comprendre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que souvent, en tout cas chez nous, sauvage veut souvent dire qui ne se voit pas et qui est fugitif. Se balader et voir des animaux sauvages chez nous, ça paraît suspect, alors que parfois on voyage dans des pays où justement la faune est visible et on va payer pour la voir, et ça paraît normal. Alors pourquoi est-ce que voir un lion en Afrique, c'est quelque chose qui est satisfaisant et qui fait plaisir, et on est prêt à payer pour ça, et voir un renard dans un champ en France, c'est une preuve de pullulation, il faut aussitôt prendre son fusil pour aller lui courir après. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas très cohérent. Et on a aussi des rapports à repositionner, revisiter entre ce qu'on accepte chez nous ou pas chez nous et qu'on accepte chez les voisins. Et je pense aussi qu'on devrait trouver des forums ou des espaces où ces notions de santé de l'environnement et de santé des humains, elles soient mieux partagées, elles soient mieux confrontées, elles soient mieux mises en phase et qu'elles ne se montent pas les unes à côté des autres. Ça serait le paradoxe d'arriver à développer une philosophie de la santé de l'homme qui intègre le paramètre environnemental, indépendante dans chacun des pays de la planète, par exemple. Ça n'a de sens que si on est capable de la rendre universelle. Et il y a des notions qui me paraissent bien aller au-delà des frontières de chacun des pays, qui sont la notion de beau, la notion de partage, la notion de générosité, et ça, normalement, on devrait être capable de les partager, de même qu'on devrait être capable de partager cette notion du sauvage, qui est à côté de nous, dont on a besoin, j'en suis absolument persuadé, et qu'il faut être capable de garder. Alors c'est vrai que étudier ces maladies ou chercher des réponses aux questions qu'elles nous posent va vraiment dépendre des termes qu'on va utiliser. Et les objectifs qu'on se fixe peuvent être extrêmement différents. Et si dans le schéma un peu ancien que j'essaie de critiquer, on était plutôt dans la position d'exterminer. Si on se met dans la position de vivre avec, alors qui ne veut pas forcément dire vivre avec en étant malade, mais ça veut dire qu'on accepte de garder la possibilité d'eux, le risque d'eux, et de ne pas forcément aller vouloir jusqu'à exterminer, ça peut
totalement enrichir la façon de poser la question, et ça peut surtout enrichir les outils qu'on va développer pour essayer d'arriver à la réponse. Donc comment je fais pour, connaissant cet agent pathogène, espérant mieux connaître son cycle épidémiologique, les espèces par lesquelles il passe, les conditions dans lesquelles l'espèce que je veux protéger peut s'exposer ou ne s'expose pas, comment faire pour arriver à ne pas exterminer la source, le réservoir ou l'agent pathogène lui-même, tout en protégeant l'espèce d'élevage, l'espèce sauvage ou l'espèce humaine en fonction du type de maladie sur lequel on travaille. Et ça, c'est une façon effectivement assez différente d'envisager le cheminement. Alors c'est vrai que dans ces cas-là, je pense qu'on a besoin de rassembler les acteurs humains qui sont concernés. Si on parle d'une maladie animale, sans doute il faut que les éleveurs soient là aussi, ou leurs représentants, ou des gens qui puissent parler pour eux, et qui acceptent la façon dont on pose la question, qui acceptent le point de vue qu'on va développer, et qui n'est pas forcément celui auquel ils sont habitués. Et ça nécessite un certain travail de pédagogie assez large. Donc il y a les outils techniques, il y a la démarche scientifique pour essayer de répondre à la question en gardant la possibilité du risque d'eux, et avec le point de départ qui est celui un peu différent de comment faire pour cohabiter tous ensemble sans que ça soit ni viable économiquement, enfin ni non viable économiquement, ni non viable humainement, ni non viable socialement. Il ne faut pas non plus que celui qui éventuellement est suspect d'avoir la maladie soit mis au banc par tout son village, de toute sa communauté. Il n'est pas question d'arriver à cette situation-là, mais ça veut quand même dire repenser pas mal de façons de faire, et ça veut dire un travail qui impose, mais peut-être que c'est aussi une des clés, de travailler ensemble. On ne peut pas prétendre qu'il existe un expert Deus ex machina qui descende du ciel ou d'un laboratoire qui dise là c'est comme ça qu'il faut faire. Non, non, s'il y a une question c'est qu'on n'a pas tous les éléments de la réponse, il faut retrouver les gens, il faut trouver les acteurs, il faut discuter avec eux, il faut leur présenter le cadre dans lequel on veut se positionner, qui peut être différent du cadre auquel ils ont pensé, dans lequel ils allaient peut-être se retrouver. Et à partir de cette nouvelle façon de voir les choses, de ce nouvel angle d'attaque, apporter ensemble des éléments qui vont permettre d'arriver à la réponse. Et peut-être qu'au niveau humain, au niveau social, cette façon de faire qui impose de fait de travailler ensemble, en réseau, avec d'autres acteurs, est beaucoup plus riche dans ses potentiels et dans ses possibilités que le schéma initial qui était « ouais, je sais comment ils vont faire, il n'y a pas de discussion, c'est toujours pareil, on a une question, on a un outil mathématique pour répondre ou une technologie nouvelle, moderne pour éliminer le problème ». Et je pense que ça, c'est sans doute quelque chose qui a été trop fait, trop facilement, sans les questions. Et si on n'accepte pas des questions qui incluent le fait qu'on se remette soi-même en cause, quelle que soit la position dans laquelle on se situe dans le cycle, on aura beaucoup plus de mal à trouver des réponses satisfaisantes sur le plus long terme. Et donc c'est peut-être effectivement, en changeant le concept, en changeant le cadre, les questions et le point de vue, qu'on a le plus de chances de faire en sorte que chacun se repositionne, se réapproprie les questions, le terrain, l'environnement, et donc arrive à quelque chose de plus viable, tous ensemble et sur le plus long terme. À titre d'exemple, on pourrait prendre la tuberculose bovine dans un département du centre-est de la France, en Bourgogne par exemple, maladie qu'on pensait avoir éliminée en France dans l'élevage bovin, et qui est réapparue au tournant du XXIe siècle. Alors les causes de son retour, malheureusement, sont des facteurs humains. On a oublié de faire attention, on a oublié d'être sérieux par rapport à ça. Il y a eu des manquements dans le protocole de surveillance et de prophylaxie. On a laissé le feu couver, et quand on a pris conscience que le feu était toujours là, il avait vraiment pris des aspects difficiles à maîtriser dans l'élevage bovin et dans la faune sauvage. Mais du coup, ça questionne à la fois la façon d'élever dans certaines zones d'élevage où on fait du bovin allaitant, donc ce sont les veaux sous la mer, les animaux qui ne sont jamais rentrés dans une étable, qui sont extrêmement difficiles à manipuler. On n'a pas toujours il a fallu réinventer des systèmes de conditionnement, de capture des animaux pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les étudier, pour pouvoir les observer. Il a fallu reconsidérer la façon dont l'environnement autour de ces élevages était pris en compte. Quand il y a des zones de chasse à côté où on découvre que quand même les sangliers sont plutôt nourris de façon relativement importante, alors pour des arguments, quels que soient les arguments, en tout cas ils sont nourris, et donc les populations sont vraiment denses. On réalise aussi que comme on a changé la façon d'élever les veaux charolais, qu'on les vend plus jeunes mais plus gros, il faut les supplémenter avec des nourrisseurs dans les champs.
et la nourriture est accessible à la faune sauvage qui vient également se nourrir dans les mêmes mangeoires que les animaux qu'on élève, on a créé des conditions qui sans doute, dans le contexte nouveau qui est apparu, sont défavorables d'un point de vue sanitaire. Et donc si on n'accepte pas de repositionner et de re-questionner la façon d'élever, la façon de chasser, la façon de suivre au niveau sanitaire les animaux, on n'a aucune chance de maîtriser la maladie. Et si on se contente de dire c'est la faute de la faune sauvage, tourne des animaux sauvages, on ne maîtrise pas le mouvement des animaux d'élevage entre exploitations, on ne maîtrise pas la façon d'apporter à manger dans ces nourrisseurs à veaux pour les faire grossir plus vite, on ne maîtrise pas les paramètres économiques qui vont avec. Et donc il y a vraiment à reconsidérer l'ensemble des données économiques, épidémiologiques et sociales autour de ces élevages. Et alors, c'est sûr que c'est une contrainte, mais en même temps, il y a une chance. C'est toujours pareil, un problème peut déboucher sur des conséquences positives, parce qu'on a mis en évidence quelque chose qui ne marchait pas, qu'on n'avait pas identifié et qu'on n'avait pas anticipé. Et à partir du moment où on a pris conscience du problème, si on est capable de reposer la question de façon pertinente, on peut finir par une situation bien meilleure que celle qu'elle était initialement. Donc cet exemple de la tuberculose bovine dans la région Bourgogne avec des implications en élevage et en faune sauvage peut permettre d'illustrer à la fois cette démarche et de montrer comment on peut partir d'un problème compliqué et peut-être arriver à une situation assainie. Alors l'avenir de Sauvage, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me préoccupe un peu aussi. Et j'avoue que j'ai été très surpris quand j'ai un peu regardé des documents de démographie humaine assez récemment. Et quand j'ai pris conscience que notre espèce humaine est en train de vraiment augmenter en nombre de façon assez spectaculaire et que ça se passe sur un intervalle de temps assez court. Si l'espèce humaine a 200 000 ans, on estime que le premier milliard d'êtres humains a été obtenu vers l'an 1800, ce qui n'est pas si vieux. Le deuxième milliard a été obtenu vers l'an 1930. Et le siècle 1950-2050 va voir la population humaine, puisqu'on n'est pas encore en 2050, passer d'un peu plus de 2 milliards à peut-être 8 ou 9. Et il n'y a évidemment aucun équivalent, puisqu'on n'a jamais été à ce chiffre-là. Et en plus, on n'a jamais été dans un... Enfin, on n'imagine même pas qu'on aurait pu le faire avec si peu de temps. En un siècle, on multiplie par peut-être 3 et peut-être 4 même l'effectif de la population humaine. Et tous ces gens-là, ils ont besoin de manger tous les jours, ils ont besoin de boire tous les jours et ils ont besoin d'un certain espace pour satisfaire leurs besoins. Et nous savons déjà aujourd'hui que si c'est les 7 milliards que nous sommes aujourd'hui, un peu plus, 7 milliards 3 ou 7 milliards 4, avaient le niveau de vie d'un Français moyen, des Français moyens, si ça existe, on n'aurait déjà pas assez de notre planète pour les satisfaire. Nous, Français, si on extrapole à l'ensemble de la population mondiale, nos besoins, notre consommation, on épuise la planète dans l'année qui vient. Et donc ça pose un vrai problème parce que tous les projets de développement dont on entend parler, je pense à COP21 décembre 2015 à Paris, ne se sont montés, établis, définis ces programmes que sur une espèce, l'espèce humaine. On n'a jamais donné une part, un pourcentage de quelque chose à d'autres espèces qu'à nous. Et donc dans ce contexte-là, évidemment, moi je ne suis pas très optimiste pour les autres. Puisqu'on n'y pense pas, on n'en parle pas et on ne parle même pas du fait que notre population augmente à une vitesse qui fait que le temps qu'on décide d'un texte international et le moment où on commence à l'appliquer, on a déjà complètement changé les effectifs humains correspondants et que sans doute les conditions, paramètres du moment où on a imaginé qu'on allait le faire ne correspondent plus aux conditions au moment où on veut le mettre en place. Et il se trouve que je m'intéresse plus aux mammifères qu'à d'autres groupes zoologiques, donc c'est une classe intéressante d'animaux vertébrés dont les primates et donc l'espèce humaine font partie. Et ceux-là, ils ont l'avantage et l'inconvénient d'avoir beaucoup de grandes espèces. Et dans tous les écosystèmes qui sont modifiés, ceux qui disparaissent en premier sont les plus grandes, parce qu'elles ont besoin de plus d'espace et que si l'espace diminue, les plus grandes vont disparaître et ainsi de suite jusqu'à des plus petites. Alors les gens qui travaillent sur d'autres espèces ont peut-être des perceptions différentes, mais en pensant aux mammifères, moi je suis un peu inquiet quand on voit les chiffres actuels. Et, si je pense à une structure comme la CITES, le groupe international qui s'occupe du commerce international des espèces menacées de disparition par le commerce, qui a été créé en 1973, c'est là qu'on a signé la convention, et qui parle
parle de l'éléphant, la population d'éléphants mondiale qu'on veut protéger, on se bat toujours pour savoir si on le protège complètement ou avec des ouvertures pour le commerce encadré. Pendant qu'on discute, la population mondiale a été divisée par 4 ou 5 au niveau Afrique et à peu près autant en Asie. Alors est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que ça veut dire que finalement on ne l'a pas encore perdu puisqu'il y en a encore? Ou est-ce que l'effondrement par 4 ou 5, c'est quand même un constat d'échec? Je ne sais pas comment il faut voir les choses. On peut dire c'est plutôt bien parce qu'il y en a encore, ou bien 5 fois moins qu'avant, quand on a commencé à vouloir s'en occuper, c'est quand même pas complètement satisfaisant. Et on aura bientôt la prochaine réunion de cette convention internationale qui va rediscuter de l'éléphant une fois de plus. C'est pareil tous les 2 ou 3 ans. Enfin bon, c'est assez récurrent et c'est pas toujours complètement satisfaisant, puisqu'on a l'impression que la seule évolution qui existe est toujours dans le même sens. Mais si je prends un groupe qui n'a rien à voir avec les éléphants, qui sont les poissons, et si je prends la morue, c'est un animal pour lequel je ne connais pas de mouvement SOS Sauver les morues, je ne connais pas d'association de protection des morues, enfin, je n'ai jamais vu des gens défiler dans les rues en disant « Sauver les morues », enfin, ça ne se fait pas. On a laissé les pêcheurs de morues pêcher. Et à Terre-Neuve, le quota de pêche, c'est 0 depuis 20 ans. Et l'écosystème correspondant n'existe plus. Alors il y a encore des morues, mais plus assez pour que la pêche économique soit rentable. Certainement d'autres facteurs que la seule pêche ont contribué à l'extinction du banc de Terre-Neuve au niveau industriel pêche, morue, mais ça a dû y contribuer. En mer du Nord, il y en a encore et l'Europe se continue à pêcher. Est-ce que c'est durable? Combien de temps? Je n'en sais rien. Mais comme on raisonne actuellement en termes de mandat électoral et que c'est une durée assez courte, par rapport à l'échelle de la vie et que c'est rare que dans un mandat électoral on perde une espèce, ça ne se voit pas toujours. Les morues disparaîtront sans doute pas pendant les mandats électoraux en cours, mais pendant peut-être les prochains. Donc voilà, ceux qui sont en place ne s'inquiètent pas plus que ça des morues. Mais donc personnellement, moi je suis un peu pessimiste sur l'évolution de ce sauvage. Alors il y a certainement des espèces qui vont s'en sortir, il y a certainement des espèces extrêmement adaptatives et qui vont rester avec nous. Il y en a d'autres qui vont sans doute disparaître. Et moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est Romain Gary dans un texte très court qui s'appelle La lettre à l'éléphant, qu'il a écrit en 1968, et qui dit une phrase du genre à la fin de son courrier, qui commence par « Monsieur est cher éléphant » et il dit « Voilà, et laissez-moi vous dire ceci, mon cher ami, dans un monde qui serait entièrement fait pour l'homme, il se pourrait qu'il n'y ait plus de place non plus pour l'homme. »